Depuis quelques semaines, un mot revient régulièrement dans le débat public. Castration chimique. Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur et candidat à l'élection présidentielle, se dit favorable à la castration chimique des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs. Il propose de les rendre obligatoires sans leur consentement. En France, la castration chimique dépend du strict consentement du condamné. À chaque nouveau drame impliquant un enfant, la même question réapparaît. Faut-il empêcher physiquement certains individus de passer à l'acte? À première vue, la réponse paraît évidente. Si un comportement possède une composante sexuelle, penser à réduire la testostérone pourrait réduire le risque. Logique, simple, basique, presque rassurant. Mais à mesure que j'ai réfléchi à cette question, un doute est apparu. Et si nous étions en train de traiter un symptôme sans être certains d'avoir compris le mécanisme? Et si la véritable question n'était pas comment empêcher le passage à l'acte, mais plutôt sommes-nous certains de comprendre ce qui met le passage à l'acte réellement en mouvement? Car avant de chercher une solution, encore faut-il être certain d'avoir identifié correctement le problème. Prenez bien vos aises. Bienvenue dans Incarnation. Dès lors qu'un drame implique un enfant, la société cherche immédiatement une solution. C'est normal, nous voulons agir, nous voulons protéger, nous voulons empêcher que cela recommence. Et lorsque l'on cherche une solution, nous avons tendance à nous tourner vers ce qui nous paraît être le moteur principal du comportement. Le passage à l'acte comporte une dimension sexuelle. Or, la sexualité masculine est largement associée à une hormone bien connue, la testostérone. La testostérone participe au désir sexuel. Elle influence la libido et joue un rôle important dans l'expression de la sexualité masculine. Depuis des décennies, cette hormone est associée dans l'imaginaire collectif au désir, à la libido, à l'attirance sexuelle, à l'énergie sexuelle masculine. Il devient alors relativement facile de suivre le raisonnement. Si une partie du comportement est alimentée par la libido, et si la libido dépend en partie de la testostérone, alors réduire fortement la testostérone devrait réduire la libido. Et si l'on réduit la libido, alors on réduit potentiellement le risque du passage à l'acte. À première vue, le raisonnement semble solide. Il paraît même frappé au coin du bon sens. Car après tout, lorsqu'un mécanisme produit un résultat indésirable, il paraît logique de chercher à agir sur ce qui semble en être le moteur principal. Pourtant, plus je regardais le problème, plus une sensation étrange apparaissait. Comme si quelque chose manquait dans l'équation. Comme si nous étions en train d'observer la dernière pièce du mécanisme. Celle qui apparaît au grand jour. Celle que tout le monde voit. Sans être certain d'avoir observé les rouages qui se mettent en avant bien avant elle. Comme si nous regardions l'explosion sans avoir vu l'étincelle. Car lorsqu'un passage à l'acte se produit, est-ce réellement la libido qui se met en mouvement en premier? Ou bien la libido n'intervient qu'après qu'un autre mécanisme s'est déjà mis en marche? C'est précisément à cet endroit qu'un doute apparaît. Le passage à l'acte est-il uniquement une affaire de libido? Ou bien la libido n'est-elle qu'un élément, parmi plusieurs autres, qui interviennent dans un mécanisme beaucoup plus complexe? Car si la testostérone n'est qu'un acteur parmi tant d'autres, alors la question change complètement. Nous ne demandons plus comment réduire la libido. Nous demandons, la castration chimique agit-elle réellement sur le mécanisme qui conduit au passage à l'acte? J'ai alors essayé d'oublier les débats et de revenir au moment précis où quelque chose commence. Pas après, mais bien avant, au tout premier mouvement. À cet instant presque invisible où rien ne s'est encore produit. Un individu se retrouve seul. Une circonstance particulière apparaît. Une opportunité se présente. Personne ne regarde. Personne n'intervient. Personne n'est censé savoir. Puis, quelque chose bouge. Pas encore dans le corps, d'abord dans l'esprit. Une sensation, une possibilité, une anticipation. Quelque chose vient de se mettre en mouvement. Mais quoi exactement? Est-ce déjà la libido? Est-ce déjà le désir? Est-ce déjà la testostérone? Ou bien ne sommes-nous encore qu'au commencement d'un mécanisme beaucoup plus vaste? Car si la testostérone intervient, elle ne semble jamais intervenir complètement seule. Et surtout, dans les cas problématiques, elle n'intervient peut-être pas en premier. C'est à cet endroit précis que ma réflexion a commencé à changer. Car plus je remontais le fil, plus une question revenait. Quel est le premier domino qui tombe? Quel est le premier mouvement? Quel est le véritable déclencheur? Autrement dit, quelle est l'étincelle que nous ne regardons peut-être pas encore? Car si nous voulons empêcher l'explosion, peut-être devons-nous commencer par comprendre ce qui produit l'étincelle. Très vite, une évidence apparaît. Peut-être sommes-nous tombés dans ce que j'appellerais le piège
du moteur unique. Cette tendance humaine qui consiste à chercher une seule chose a un phénomène complexe. Une pièce maîtresse, un responsable principal. Car lorsqu'un problème nous paraît difficile à comprendre, nous avons naturellement envie de le ramener à quelque chose de plus facile à saisir. Pourtant, le cerveau humain fonctionne rarement de cette manière. Le cerveau humain ne fonctionne jamais avec un seul moteur. Lorsqu'un comportement complexe se met en place, plusieurs mécanismes interviennent simultanément. Mais ils agissent rarement seuls. Autrement dit, il existe déjà tout un univers psychologique avant même que l'acte ne se produise. Et derrière ces états psychologiques se cachent différents systèmes biologiques. La dopamine, souvent associée à l'anticipation de la récompense. L'adrénaline, qui prépare l'organisme à l'action. Le cortisol, l'une des principales hormones du stress. La testostérone, associée notamment à la libido et à certains aspects de la sexualité. À cet instant, une nouvelle difficulté apparaît. Car si plusieurs mécanismes sont déjà en mouvement, alors lequel devons-nous considérer comme le véritable moteur? La testostérone, la dopamine, l'adrénaline, le contexte, l'opportunité? Ou bien est-ce précisément leur combinaison qui produit le phénomène observé? Car aucune de ces composantes ne semble suffisante à elle seule pour expliquer l'ensemble du processus dans son déroulement. Supposons maintenant que l'on retire la testostérone. Très bien. Que devient tout le reste? Que devient l'anticipation? Que devient l'excitation du risque? Que devient cette sensation particulière qui peut apparaître lorsqu'un individu se retrouve face à une opportunité qui lui semble accessible? Que devient la recherche de récompense? Que devient ce qui pousse le cerveau à anticiper un bénéfice, une satisfaction ou un soulagement, avant même qu'un acte ne soit commis? Que deviennent les mécanismes qui précèdent l'apparition du désir lui-même? Car si plusieurs rouages sont déjà en mouvement, avant que la libido n'intervienne, alors une nouvelle question apparaît. La testostérone est-elle le point de départ du mécanisme? Ou bien n'est-elle qu'un acteur qui rentre en scène lorsque la pièce a déjà commencé? Je ne prétends pas avoir la réponse. Je pose simplement la question. Car une société mature doit accepter de dire « je ne sais pas encore ». Et parfois, reconnaître ce que l'on ne sait pas constitue le premier pas vers ce que l'on pourra un jour comprendre. Car lorsqu'une réponse ne suffit plus, il devient peut-être alors nécessaire de changer de question. Dans le prolongement, ma réflexion a changé de direction. J'ai cessé de chercher pourquoi le drame a-t-il eu lieu, et une autre question s'est alors imposée. À quel moment pouvait-il encore être empêché? C'est une différence fondamentale. Nous passons énormément de temps à compter les victimes, les plaintes, les condamnations, les récidives, mais beaucoup moins à mesurer les passages à l'acte évités, les situations désamorcées, les signaux faibles identifiés à temps, les personnes qui ont demandé de l'aide avant qu'un drame ne se produise. Pourtant, c'est peut-être là que se cache la véritable prévention, car lorsqu'une catastrophe est évitée, il ne se passe rien. Et lorsqu'il ne se passe rien, il devient particulièrement difficile de mesurer la valeur de ce qui a été évité ou empêché. C'est peut-être là que se situe notre point aveugle. Nous savons relativement bien observer les conséquences, nous savons beaucoup moins observer les bifurcations. Cet instant particulier où plusieurs chemins deviennent encore possibles. Les moments où une histoire aurait pu prendre une autre direction. Les moments où un signal faible aurait pu être reconnu. Les moments où un premier domino aurait pu être arrêté avant de faire tomber tous les autres. Avons-nous consacré autant d'énergie à comprendre ce qui empêche un passage à l'acte qu'à comprendre ce qui le suit? Car prévenir ne consiste pas seulement à comprendre les drames. Prévenir consiste aussi à comprendre les moments où ils n'ont finalement jamais eu lieu. Si je devais imaginer le rôle idéal du psychiatre, ce ne serait pas forcément celui qui analyse le passé. Ce serait celui qui remonte le fleuve. Toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'à retrouver le premier domino, le trigger, le moment déclencheur, le moment exact où le processus commence. Car lorsque nous observons un passage à l'acte, nous avons naturellement tendance à regarder ce qui s'est produit, puis à chercher pourquoi cela s'est produit. Mais peut-être devrions-nous consacrer davantage d'énergie à comprendre comment cela commence. À quel instant précis quelque chose s'est mis en mouvement? Quelle sensation? Quelle circonstance? Quelle opportunité? Quel changement intérieur transforme une possibilité en scénario envisageable? Car si l'on parvient à identifier le moment où le mécanisme démarre, alors peut-être devient-il possible d'intervenir avant qu'il ne s'emballe. Peut-être devient-il possible d'apprendre à reconnaître ce moment, à le nommer, à l'observer. Car un incendie n'est jamais aussi facile à éteindre qu'au moment où apparaît la première étincelle.
Nous passons énormément de temps à analyser les conséquences, mais peut-être pas suffisamment à explorer les commencements. Et c'est là que ma réflexion a rencontré un mot, un seul mot, invariant. Un invariant est quelque chose qui demeure, quelque chose qui survit au changement, quelque chose qui reste présent, alors même que tout le reste semble se transformer. Qu'est-ce qui demeure constant derrière des comportements pourtant très différents? Le vol, l'addiction, le pari risqué, la fraude, la relation interdite, la violence. À première vue, ces comportements n'ont rien en commun. Les contextes changent, les motivations changent, les conséquences changent, les individus changent. Et pourtant, plus je les observais, plus une même question revenait. Qu'est-ce qui revient toujours? Le désir? Pas nécessairement. La violence? Pas toujours. La sexualité? Certainement pas. Alors quoi? Qu'est-ce qui traverse chacune de ces situations? Qu'est-ce qui demeure lorsqu'on retire les détails? La transgression. Pas forcément pour cause unique, pas forcément pour explication suffisante, mais comme présence constante, omniprésente. Les formes changent, les époques changent, les cultures changent, les individus et les histoires changent, mais le franchissement conscient d'une limite semble revenir à chaque fois. Comme si derrière la diversité des comportements existait une dynamique plus profonde, une dynamique que l'on retrouve sous des visages différents. Une dynamique qui ne dit pas encore pourquoi un acte se produit, mais qui commence peut-être à nous renseigner sur la manière dont il devient possible. Alors aujourd'hui, je n'affirme rien. Je ne prétends pas avoir découvert une vérité. Je pose simplement une question. Avant de chercher comment punir, avant de chercher comment sanctionner, avant même de chercher comment traiter, sommes-nous certains de comprendre ce qui met réellement le processus en mouvement? Depuis le début de cette réflexion, nous avons observé les conséquences. Puis nous avons cherché l'étincelle. Nous avons cherché le premier domino. Nous avons cherché le moteur. Puis nous avons découvert qu'il n'existait peut-être pas un moteur unique, mais un mécanisme. Et qu'au milieu de cette mécanique semblait revenir quelque chose d'unique. Encore et encore, comme un invariant. Car si nous voulons protéger les enfants, alors peut-être que notre priorité ne devrait être pas uniquement de comprendre les catastrophes après qu'elles se soient produites. Peut-être devrions-nous consacrer davantage d'énergie à comprendre comment les empêcher avant qu'elles n'arrivent. À comprendre les bifurcations, les signaux faibles, les premiers mouvements, les commencements. Car un premier domino arrêté ne devient jamais une catastrophe. Et une étincelle désamorcée ne devient jamais un incendie. Et cela commence peut-être par une question simple. Quel est l'invariant que nous n'avons pas encore complètement identifié? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.